c'est un go. Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle sélection de Jérém. Aujourd'hui j'ai décidé de m'intéresser à un récit qui a inspiré les Avengers du Marvel Cinematic Universe, je veux parler de Ultimate. Ultimate est un récit marquant de l'ère moderne Marvel pour plusieurs raisons. Déjà dans un premier temps, il fait partie des récits sur lesquels les responsables éditoriaux de l'époque, Joe Quesada et Bill Jemas, misent pour sauver la maison Marvel qui était à l'époque en très mauvais état. Le pari est de dépoussiérer cette équipe créée en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby. Dans un deuxième temps, ce récit est important car il va définir sans le savoir le socle d'inspiration du futur groupe de super-héros du MCU. Voici comment ce coup de poker va s'avérer gagnant. Le choix de Mark Millar, un auteur écossais déjà très célèbre à l'époque pour des histoires comme par exemple Judge Dredd ou bien encore Swamp Thing. Sur ce récit, Mark Millar va clairement prouver qu'il est au sommet de son art. Ensuite, il faut un dessinateur pour mettre en image la vision de Mark. Ce sera Bryan Hitch, un dessinateur anglais qui a déjà œuvré sur X-Factor ou bien encore Green Lantern. Afin de prendre des libertés avec cette équipe au passé plutôt dense, la décision sera prise de placer cette toute nouvelle équipe dans l'univers parallèle 1610, une idée initiée par Brian Michael Bendis. Exit donc les Avengers, cette équipe va se nommer les Ultimates. Il faut repenser les origines des personnages mais également rendre les propos plus ancrés dans la réalité de notre monde en abordant les problèmes de société plus actuels. Le ton est également très adulte avec un langage très fleuri ainsi que des comportements violents. C'est sur tous ces points que le récit frappe fort et casse l'image plutôt lisse de l'équipe fondée en 1963. L'histoire se déroule donc sur 13 épisodes et va nous expliquer comment ce groupe va être rassemblé par le mystérieux Nick Fury pour combattre une menace qu'il ne peut combattre avec les moyens qu'il possède. Ok, intéressant, ça ne vous rappelle rien. Putain, vous êtes qui, vous? Nick Fury, directeur du SHIELD. Dans ce récit, Nick Fury, directeur du SHIELD, a pris conscience que le monde change et qu'il est donc venu le temps d'une équipe hors du commun pour protéger l'humanité. Mark Millar va donc décider de changer le Nick Fury créé en 1963 pour nous présenter un Nick Fury qui possède les traits du cultissime acteur Samuel L. Jackson. Seulement voilà, Mark n'a pas contacté l'acteur pour lui demander l'autorisation d'utiliser son image. Samuel L. Jackson étant un lecteur occasionnel de comic book, découvrira donc que son image a été utilisée. Il a donc fait un procès à la maison d'édition et a rapidement trouvé un deal avec la maison des idées. Le deal est très simple. Si un jour ce personnage est adapté sur grand écran, il obtient le rôle. Marvel étant déjà en grande difficulté financière à l'époque, accepta donc très rapidement le marché. Un coup plutôt gagnant pour l'acteur qui rencontrera le succès qu'on lui connaît avec le MCU. Par rancunier envers Millar, Samuel L. Jackson sera présent dans une autre adaptation d'un récit de Mark Millar, Kingsman. Je sais que je vous demande beaucoup. Mais la liberté coûte cher, depuis toujours. Et c'est un prix que je suis prêt à payer. Les origines du Captain sont plutôt similaires à celles de l'univers classique. Cela est pourtant un peu contradictoire avec l'idée de départ, à savoir repositionner les personnages dans une ère moderne. C'est pour cela qu'au départ, les auteurs, accompagnés de Bendis, voulaient positionner le Cap à l'époque de la guerre du Golfe. C'est pour cette guerre qu'il aurait reçu le sérum de super soldat. Joe Quesada s'opposa totalement à cette idée. Pour lui, la Seconde Guerre mondiale est indissociable du personnage, au même titre que la piqûre d'araignée pour Spider-Man ou que Krypton pour Superman. Les grosses différences vont donc se jouer au niveau de ses proches et de son positionnement dans cette toute nouvelle époque. Bucky et la mort de jeunesse de Cap ont pris une toute autre direction, le choc émotionnel pour Steve va donc être fort. Pour lui, la Seconde Guerre mondiale était hier. Pourtant, ce n'est pas la réalité. Les valeurs ont évolué et le Cap est un personnage avec des valeurs du passé. C'est donc très intéressant de voir le comportement de Steve Rogers dans un monde qui n'est plus le sien. Iron Man, ça sonne bien, c'est assez vendeur, même si c'est techniquement inapproprié. Il est fait d'un alliage de titane et d'or. Mais c'est assez évocateur, l'image est intéressante. L'approche d'Iron Man est également intéressante. Tony conserve son flegme légendaire et son intelligence hors du commun. Cependant, il n'en reste pas moins qu'un humain. Pas de super force ou de pouvoir ancré en lui. Il va donc devoir créer son propre attirail avec les contraintes physiques limitées par la science de notre époque. Bryan Hitch n'a jamais compris comment il était possible que Iron Man possède une armure à l'échelle d'un humain. Les contraintes sont trop grandes et si cette armure était réelle, il serait secoué comme un œuf à l'intérieur d'une coquille. L'idée de Bryan est donc de créer une armure beaucoup plus imposante et donc beaucoup moins maniable. C'est comme cela que nous pouvons voir grandir tout au long du comics l'armure afin de protéger Tony des différentes attaques. Tony est également plongé dans une sorte de liquide à l'intérieur même de l'armure afin d'absorber les chocs un peu comme le piston d'un moteur.
Cela donne clairement de la fragilité à Tony et renforce le sentiment de danger que l'on éprouve pour le personnage. Son rapport plus fêtard avec l'alcool est également abordé, ce point sera exploité plus tard dans le MCU. Hulk est un personnage qui a été exploité de différentes façons au travers des époques. Dans ce récit, Hulk et Bruce Banner sont clairement deux personnages différents. Les origines ont donc été revues. Banner n'a pas été victime d'une explosion nucléaire, mais d'une de ces expérimentations qui visaient à reproduire le sérum du super soldat. Banner est un homme qui souffre terriblement de cette expérience. Il est timide, régulièrement humilié par ses collègues, et a perdu son amour de Betty Ross qui lui a demandé de faire un break. Un manque de considération qui va conduire à des conséquences tragiques. Les conséquences. Un mot important de le récit Ultimate, notamment concernant Hulk. Vous allez découvrir un Hulk plus puissant que jamais, avec une rage insatiable. L'arc qui concerne Hank Pym et Janet est pour moi l'un des arcs narratifs les plus intéressants du récit Ultimate. Les auteurs ont voulu aller au-delà du côté héros et pouvoir. Je ne veux pas trop vous en dire, mais sachez que quand je vous disais que le récit traite de sujets de société, vous le constaterez par vous-même. Thor possède un traitement peu banal dans ce récit. Nous apprenons qu'il était dans le passé un infirmier qui a fait une dépression et qu'il a même été interné dans un asile. Il vit reclus comme un prophète dans une communauté qui prône le pacifisme. Il contrôle bien en effet le tonnerre, se dit être le fils d'Odin, mais tout cela est-il vraiment vrai? Une version du personnage à mon goût beaucoup plus intéressante que celle développée dans le MCU, notamment dans la clôture de l'arc cinématographique des Avengers. Eh bien ma conclusion est que j'ai aimé ce récit des Ultimates. Je l'ai aimé pour plusieurs raisons, déjà toutes les raisons que je vous ai évoquées dans la présentation de ce récit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dépoussière justement les Avengers, qui est une équipe qui date des années 60 quand même. Le monde a changé, la société a changé, et surtout, on ancre plus aujourd'hui dans les univers, surtout dans les univers parallèles, on ancre plus la réalité. La réalité va être beaucoup plus injectée dans les récits, et ça c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on retrouve dans ce récit des Ultimates. En effet, je pourrais vous citer plusieurs exemples comme je vous ai cité juste dans la présentation juste avant. Prenons par exemple le cas du Dr Banner. On sent que c'est un homme blessé, un homme affaibli, un homme pas bien psychologiquement. Il n'est pas bien juste parce qu'il est devenu Hulk. Non, il n'est pas bien parce qu'il est rejeté par ses collègues, il est rejeté par son amour, il est rejeté par toute la société, ce qui va créer cette frustration, qui va créer un véritable monstre. Et finalement, c'est la société qui a généré finalement ce Hulk. Et c'est pareil pour d'autres personnages. Prenons par exemple le cas de Captain America, un homme qui vient de la Seconde Guerre mondiale, qui se réveille dans notre époque. Imaginez le choc, si c'était vraiment quelque chose qui devait arriver. La personne vient de la Seconde Guerre mondiale, des années 40, et se retrouve dans les années 2000. Le monde a changé, les comportements ont changé, la société a évolué, mais lui est toujours ce Steve Rogers des années 40. Donc il se retrouve dans notre époque. Imaginez le choc qu'il va vivre. Tous ses proches sont morts, ou alors ont changé de vie, ou ont pris des parcours différents. Imaginez le choc que ce personnage peut ressentir. Et bien là, on le ressent totalement dans ce récit Ultimates, et une fois de plus, on s'intéresse à la psychologie des personnages. Pour résumer, si vous avez aimé les Avengers du Marvel Cinematic Universe, vous aimerez ce récit Ultimates, qui est à mon sens beaucoup plus riche que ce qu'on a pu nous présenter au cinéma, et aussi beaucoup plus adulte dans ses propos, dans sa façon de parler et dans la violence dans laquelle sont plongés les personnages. Il n'y a vraiment pas de limite, je dirais, dans ce récit, et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, ça reflète la réalité. Donc si vous avez des questions sur l'univers Ultimates ou ce récit plus particulier, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne des comics de Jérém. D'ici là, lisez plein de comics, ciao ciao.